Une critique cinéma a pour modeste ambition de rendre publiques quelques-unes de mes critiques de films. N'étant ni chercheur ni théoricien dans le domaine, je n'entends pas certifier de quelque manière qu'il soit le bien fondé de mes analyses. Mais je souhaite faire partager une certaine conception du cinéma classique ou contemporain à l'aune des connaissances transversales que je possède, et si l'envie vous démange, d'échanger autour du 7e art de manière générale. Il en va de soi, je ne recommande que trop la lecture des revues universitaires faites à ce sujet, qui mériteraient une exposition plus importante. Le cinéma réflexif, comme les arts fondamentaux, souffre chaque jour un peu plus de la place frivole qu'on lui assigne de force au XXIe siècle. De ce fait, j'espère, à mon échelle la plus microscopique, rendre vivant l'irrévocable place que le cinéma peut couvrir dans l'espace intellectuel. Aujourd'hui, nous parlerons de Tetsuo, l'homme de fer, réalisé en 1989 par le japonais Shinya Tsukamoto. Il est recommandé de lire cette vidéo après le visionnage du film, car on ne s'attardera pas sur la trame de celui-ci. Cette critique ou analyse est également disponible en version typographique dans le lien de la description, car elles ont d'abord été écrites pour être lues. J'ai découvert Tetsuo, comme beaucoup, tout à fait par hasard. Je souhaitais dans un premier temps m'aventurer dans le monde hétéroclite du cinéma d'horreur, pour une soirée entre amis, en m'épargnant les inévitables nanars préfabriqués dont le genre recèle à profusion. Il faut savoir que le film de Tsukamoto, s'il grappille petit à petit son statut de film culte, reste profondément attaché au cinéma underground. Sorti en 1989 au Japon, seulement en 1994 chez nous, pour y être interdit aux moins de 16 ans, Tetsuo fait figure d'ovni quand les prémices de la dernière grande mondialisation à cette époque accélèrent son processus de standardisation. Film semi-amateur à petit budget, dans le genre de l'horreur mais plus encore dans celui de l'expérimental, écrit et réalisé quasiment seul, en noir et blanc, Tetsuo n'avait rien pour rallier les foules. À l'heure où le box-office mondial est majoritairement occupé par Batman, Indiana Jones et Retour vers le futur. Son récit, moins glorieux lui aussi, d'un homme victime d'un accident de voiture dont le corps finit par muter en une sorte d'aimant, le place d'ores et déjà en marge du circuit cinématographique, et peut-être même de la société tout court. Ce n'est qu'avec les 2e et 3e volets que Tetsuo premier du nom, par rétroaction, gagnera en popularité, pour se stabiliser entre l'auditoire de niche et le public de cinéphiles. Pourtant, si j'ai décidé d'en parler aujourd'hui, c'est avant tout parce que son avant-gardisme m'a frappé. Je ne parle pas seulement d'une technique particulière, mais avant tout d'un propos. Son propos est clinique, lucide et désinvolte, et pour cela résolument contemporain. Il interroge dans une forme épidermique une majorité des questions sociétales actuelles, et leur repose surtout des arguments d'une telle nouveauté que son exhumation me paraît indispensable. Si jamais l'Akira d'Otomo vous parle, dont le nom Tetsuo est une allusion, ou encore le Requiem pour un massacre de Klimov, sachez que ce film se situe au centre du segment, et possède, l'on s'en doute, ce singulier pouvoir de changer une existence. Tetsuo peut bien se prévaloir d'une chose, sa position anachronique, entre l'expressionnisme absolu des débuts dadaïstes et des objets filmiques de Luis Buñuel, qui alimente en continu discours de la révolte et pertinence représentative. Réalisé début 87, le film de Tsukamoto, plus que de poser un regard timide sur l'éclatement national du monde globalisé et la lente déliquescence de la tradition qui en découle, propose la voie du cheminement occulte, visionnaire et cauchemardesque d'un Japon déjà muté,
consommant la rupture avec le futurisme généralisé dont il emprunte pourtant les formes. La fin des années 80 marque l'agonie de l'URSS, et in extenso, la victoire de l'impérialisme américain. Mais cette chute du bloc soviétique doit signifier encore beaucoup. Elle ramène le Japon à la mémoire de son propre récit national, et en particulier aux 2 catastrophes nucléaires qui ont anéanti Nagasaki et Hiroshima. La forme alambiquée de Tetsuo, c'est cela. La projection quasi mythologique d'un cinéma préventif, forgé dans un appel à la remémoration collective. Projet ambigu, aux axes contradictoires, que la forme tente d'assimiler comme il lui est possible, c'est-à-dire par un rembobinage incessant, un composite boiteux d'instantanés photographiques et de douloureuses fuites en avant. Entre cette mémoire et ce devenir, le film se situe dans cette brisure du temps, où il cédera à la contradiction jusqu'à par moments totalement saturé et perdre le fil de son scénario. De la même manière que la conscience de Tsukamoto, qui entrevoit dans le devenir du Japon technophile un prolongement de ce qui a causé sa perte il y a 40 ans. C'est pour cette raison sans doute que Tsukamoto nous donne rendez-vous dans la casse et les ruines, lieux familiers du salaryman, à l'intérieur desquels il est facile de se projeter, et où il entend bien mettre la lumière sur l'absurdité et l'inconséquence générale. Ainsi, pour lui, le nouveau monde, tel qu'on le connaît au XXIe siècle, prend avant tout sa source ici. De quoi bien sûr remettre en perspective le paradigme libéral américain, qui, à des fins promotionnelles, s'est arrogé une autre paternité. Anthropologiquement fragilisé, condamné à tendre où tout le monde tend, à la déspiritualisation et à la dévotion technique douteuse, le japonais traversera bientôt une crise existentielle, avec en tête son bourreau américain et l'inquiétude religieuse du recommencement. L'état insulaire ne menace pas de s'effondrer physiquement par les frontières du sol, mais bel et bien métaphysiquement sous la sentence du ciel. Le protagoniste composera d'ailleurs les premiers versets du psaume. Bien sûr, tout cela est très vite perceptible. L'expressionnisme noir doit nous le rappeler sans cesse dans son caractère le plus sensoriel. Il fait partie de ces films qui, loin de proposer seulement une purgation cathartique du spectateur, cherchent à l'embourrer jusqu'au vomissement. Film du dégoût, logé quelque part sous la chape insalubre de l'underground, tout autant que dans les profondeurs de la psyché, Tetsuo vire sans doute au message d'avertissement parce que son milieu y touche de plus près, ou du moins de plus tôt. Il est le pavé dans la mare boueuse du souvenir où l'eau, symbole de la mémoire par excellence, transpire à grosses gouttes à mesure que le corps se meurt, dans le plus naturel mouvement physique de la décomposition. Plus psychanalytiquement peut-être, où s'extirpe la résurgence du traumatisme refoulé, avant l'effondrement de la civilisation entière.
Ainsi, l'opposition de l'homme de fer et de son alter ego, brillamment déclinée dans le registre de films de genre, ne doit être perçue que comme le conflit existentiel de la figure humaine prise en tant que telle. L'opposition est celle d'un antagoniste mal fini, demi-dieu technologique en période de transition, peut-être historique, dont la modernité d'acier est en proie à la rouille de la mémoire, au sursaut partiel de la pensée traumatique. Contre la figure divine de l'inox, monolithe froid du monde inaltérable et figé de l'ère contemporaine. Toutefois, la lecture du film à l'aune de son seul expressionnisme lui réduirait de beaucoup ses éléments d'analyse. Tsukamoto entend bien livrer quelques problématiques, semble-t-il, au cœur de son exposé, comme autant de gestes précurseurs et de signes allusifs à la génération à venir. Et pour certaines d'entre elles, force est de constater qu'elles sont particulièrement visionnaires. Notamment, il met en exergue l'aboutissement grotesque, par déformation, du regard biologique et scientifique de la révolution séculaire renaissante et de son héritage. Leçon d'anatomie du docteur Tulpe à la sauce postmoderniste, où chaque élément corporel épouse une fonction parfaitement rigoureuse, mais disjonctée. Dans les méandres tératologiques du tuyau, de sa circonvolution, de ses aptitudes propulsives et dépressives, l'âme a été mise en conserve, et vainqueur, le nihilisme a refermé de sa main froide le socle millénaire du vitalisme. Littéralement enracinée, privée de sa voie d'ascension, la conscience est comme gelée, tout au plus congédiée à l'envers du cortex cérébral, cause incausée du royaume divin de l'électricité. De son regard impuissant, l'homme se condamne au châtiment dantesque, celui d'observer l'inexorable dégénérescence de son système vital, dont l'homme, lui-même, a été exclu des commandes. Ce regard rationnel posé sur l'homme ouvre évidemment avec éclat la voie à l'eugénisme le plus morbide, et à l'anthroposcepticisme régnant du XXIe siècle. Il prédispose aussi l'homme à la fin de l'existence charnelle et sensorielle, et plus romantiquement peut-être à la mort de l'amour, puis, la parabole déclinant son récit, à la fin de la race entière. L'une des scènes les plus marquantes substitue au sexe masculin la force centrifuge d'une tarière de chantier, au terme d'un quart d'heure exceptionnellement torride. Véritable séquence de série Z, au cours de laquelle hommes et femmes s'interpénétreront, puis où hommes et femmes s'échangeront, à souhait, les propriétés physico-formelles de leurs sexes respectifs. À nos yeux de contemporains,
Il est difficile de ne pas y voir la déclinaison du cheval de bataille féministe et la disparition progressive de la notion de sexe au profit de la théorie du genre. Mais aussi, par conjonction, puisque la femme finira par s'y empaler ad mortem, l'apparition de la sexualité performative et transgressive, chou gras de l'entreprise pornographique et de l'essentialisation libertine du mouvement progressiste. Enfin, puisque le sujet est clivant, nous retournons par rétroaction à la source de la physiologie sociétale et de ses deux forces contraignantes, la réaction et le progrès. Idéologie réactionnaire d'abord, du vieux monde en décrépitude toujours plus accélérée, qui s'était établi sous la charpente des échecs de 39-45, et idéologie progressiste nouvelle, usant des mêmes procédés qui l'ont accablé. Société réactionnaire du retour à l'ordre et à la rectitude, recroquevillée sous le parapluie onusien, et société du progrès post-communiste, dévalant à grandes enjambées le champ de la liberté individuelle. Leur point commun dans la dissension, ce petit bout de fer ou d'inox que l'on appelle la guerre. Car si la victoire des Alliés a instauré tant bien que mal une sorte de paix qu'il faut tout de même relativiser, c'est avant tout par les moyens de la guerre, et par l'aboutissement technique et technologique de celle-ci, à savoir la bombe atomique. Et il est impensable pour Tsukamoto que l'explosion nucléaire, après avoir marqué les corps et les esprits, n'ait pas eu une profonde répercussion sur la façon de vivre et de penser de tous les peuples qui ont suivi. Thèse ancrée dès le marxisme primitif, le propre de la guerre est justement de bousculer une société sans renverser les rapports de hiérarchie existants. Constat brûlant, la fin de la Seconde Guerre et ce qui a suivi n'auront rien réparé. L'ultime bras de fer se joue à la guerre des rancunes. Le cadre étouffera sous le métal, la caméra cessera de réaliser, et le film enchaînera tant bien que mal les captures. Les muscles se tétaniseront, et on ne se battra plus qu'avec le rire, une dernière fois. Et puis vient l'explosion, la surexposition totale de la pellicule. Par désespoir, l'art cinématographique bricole sa dernière démonstration. Il offre toute la lumière dont peut se composer une âme d'une candeur enfantine, jusqu'à sa propre désintégration, dans le geste le plus sublime et le plus héroïque. Enfin, l'histoire doit bien finir ce qu'elle a commencé. Elle débouche sans surprise sur le renoncement commun, sur une prosternation épuisée, dans un monticule de pièces métalliques. Elle débouche sur un dépassement, un débordement, une fuite inexorable de la diégèse et de l'histoire. Main dans la main, Tetsuo et son rival acceptent leur sort, et offrent au film son plan le plus vertigineux, mais aussi le plus classique, entre Orson Welles et Kurosawa. L'image subliminale d'une statue de la liberté, moins glorieuse que jamais. Sidéré par la puissance du rouleau compresseur contemporain, tout autant que par une esthétique eschatologique voisine de celle de la guerre, il ne reste plus à Tetsuo et son compère qu'un nihilisme grisant, une complaisance à l'égard de la fin du monde humain que le dernier effort possible tentera de mettre en œuvre.
La guerre est ainsi faite qu'en voulant sa fin, on accepterait volontiers qu'elle s'exerce pleinement une fois pour toutes, et, dans un tabula rasa rédempteur, et à ce titre religieux, fasse disparaître l'entièreté de ce qui existe, dont la guerre elle-même. Satan expulse Satan, et le mal expulse le mal avec tout le reste. Cependant, ce film esquisse tout de même dans son apothéose l'ombre d'un espoir. Il croit à minima dans la synthèse des antagonismes sociétaux, à l'équilibre des forces et au refus du monopole des idées. Enfin, dans le meilleur des cas, à la conjugaison de ces deux forces pour établir les remparts de l'intelligence, contre une menace obscurantiste plus contemporaine que jamais. Mais pour cela, il faudra se purger du venin de la guerre, s'affranchir de ce petit bout de métal ou d'inox à l'intérieur du crâne, et repartir de zéro pour refonder une civilisation saine et durable. Ce film, et l'art et la pensée tout entier, sont justement pour Tsukamoto les éléments moteurs de la reconstruction. Qu'ils soient images, poésie ou dialectique, pour les yeux, le corps, l'âme ou l'esprit, ce mal de vivre doit s'incarner non seulement comme témoignage, mais aussi se mouvoir positivement en véritable pilier de l'humanité. Fondement sur lequel il sera possible d'y réintégrer la vie humaine, et peut-être, ce que l'on peut entendre aujourd'hui balbutier, réintégrer la vie tout court au centre de la civilisation. Enfin, avant d'en terminer la critique, je crois utile d'en souligner un autre niveau de lecture. Extrapolons non seulement les angoisses du réalisateur, mais déclinant, par une conceptualisation savante, la figure du réalisateur elle-même. En effet, Tetsuo peut aussi se lire comme une mise en abîme saisissante de la création cinématographique et artistique au XXIe siècle. Une œuvre aussi sauvagement orientée vers ce qui la compose ne peut s'accompagner que d'un certain déchirement. Médium artistique numéro 1 dans le monde, produit reproductible par essence, contemporain dans son support machinal, le cinéma, en particulier celui de Tsukamoto, se heurte de plein fouet à ces contradictions. Il trouverait matière à rejeter, dans son art, l'ontologie même de celui-ci. Pour autant, choisissons-nous vraiment notre mode d'expression ? Est-il possible de jongler, à notre guise, entre les arts fondamentaux ? Grande question. Toujours est-il que la surexposition du cinéma conditionnera nécessairement l'inclinaison des artistes en devenir, et que dans le même temps, la contestation du néolibéralisme ne cessera d'élargir son enceinte. De ce fait, les tendances schizophréniques du cinéma, qui donnent moins à représenter qu'à se représenter lui-même, devraient se multiplier. L'histoire des arts est tapissée de ce phénomène, reste à savoir s'il lui survivra. Il est évident que le cinéma cherche encore un moyen pur et libre d'exister. Le grand Godard a bien tenté une approche, mais il s'est retranché vers la peinture, éteinte pour des raisons conjointes. Tarkovsky a su combler le morne appareil cinématographique d'une puissance élémentaire inégalée, mais il est passé à côté de sa notoriété. Bellatar, dans La Brume, passe pour un vieux fou ésotérique. Voyons le film à rebours et rembobinons-le. Tsukamoto a disséqué la cuisse jupitérienne du cinéma. Ce qu'il a trouvé de plus profond, c'est ce petit bout de fer.